Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour vous aujourd'hui, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Alors je vous l'ai annoncé, 2025 c'est l'année de la gastronomie. Alors on va aussi parler de nourriture dans les entretiens, il n'y a pas de raison que ça échappe à cet édito. Et pour aujourd'hui, eh bien, je vous propose de découvrir une thématique assez particulière, l'art de la découpe à table. Alors je suis sûr que vous avez au moins une image en tête, celle d'un maître d'hôtel en train de couper une pièce de viande dans un restaurant à la vue de tous les clients. Et vous allez le découvrir avec notre invité du jour, ça date pas d'hier. Et le fameux invité que j'ai le plaisir de recevoir, c'est Gilles Galasso, qui est maître d'hôtel, meilleur ouvrier de France. Il est aussi professeur de service en salle et accueille au lycée hôtelier de Tahiti, et il est docteur en histoire contemporaine. Il a beaucoup de casquettes. Il a soutenu en 2018 la thèse intitulée L'art de la découpe, histoire et enjeux, qui a par la suite été publiée en 4 volumes, et il continue depuis à s'intéresser à l'histoire de la gastronomie. Par exemple, il s'est penché sur le cas des spaghettis à la napolitaine, mais ça c'est une autre histoire. Bonjour Gilles. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. On est très heureux de te recevoir pour parler de ce sujet qui intrigue pas mal de monde et qui se dit mais la découpe de la viande, ça peut être un sujet d'histoire incroyable. Donc il y a beaucoup de curieux qui viennent. Alors moi il est 9h au moment où on enregistre cet entretien de mon côté, mais pas chez toi. Nous c'est 12 heures de plus, tu vois, il est 21h. Alors à Tahiti, on se couche comme des poules, Dès que le soleil tombe, on se couche. Par contre, on se lève à 4h du mat. Ouais, donc là, pour toi, il est déjà bien tard. Ouais, exactement. Mais ça va, c'est aucun problème. Écoute, merci en tout cas de veiller tard pour nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite question que je pose à tous les invités. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Parce que, effectivement, tu as plusieurs casquettes étonnantes. Du coup, tu mixes celle d'un docteur en histoire et en même temps d'un ouvrier extrêmement qualifié dans ton art, la découpe de la viande. Écoute, c'est une question de génération, tu vois. Donc moi, je suis la génération, donc j'ai 57 ans. Et enfant, en fait, on avait une série que tu as peut-être vue en histoire, qui était l'histoire en bande dessinée. C'était édité par Larousse et France 3. Et c'était des BD qu'on achetait toutes les semaines. Et donc, mes parents me les avaient achetés. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'était des BD qui étaient incompréhensibles. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout pédagogiques, pas du tout adaptées à un enfant. Et donc, c'était un peu mystérieux, on comprenait pas tout. Et en fait, au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à essayer de comprendre ces BD-là. Ça a été vraiment mon approche avec l'histoire. Alors que j'ai pas du tout, comme tu l'as souligné, j'ai pas du tout un cursus d'historien. Et puis ensuite, j'ai fait des études, j'ai fait un master en sciences de l'éducation, puisque je suis prof. Et en fait, j'ai été le premier à faire une thèse sur le sujet des maîtres d'hôtel et du service, parce que ça n'avait jamais été traité. Et pourtant, on peut voir toute l'histoire de France et du monde au travers du service en salle. Quand on dit maître d'hôtel, je pense qu'il y a dans l'esprit des gens, on s'imagine plein de trucs, mais concrètement, c'est quoi un maître d'hôtel? Alors c'est une super question, parce que effectivement, ça veut dire plusieurs choses. Donc l'hôtel particulier, donc c'est le palais de l'Élysée par exemple. Donc c'était la personne qui s'occupait d'un palais privé. Mais au niveau de l'art de la découpe à table, j'ai trouvé des choses assez intéressantes. J'ai fait apparaître un personnage qui s'appelle l'écuyer tranchant, qui existe dans l'histoire, mais qu'on a un petit peu oublié. Et en fait, on se rend compte que le métier de maître d'hôtel est divisé en 3. Donc, tu as le majordome, qui est dérivé un peu de l'esclave. Tu as le maître d'hôtel qui est plutôt un organisateur, donc c'est lui qui va organiser les mariages, les fêtes, etc. Et puis, tu as ce troisième personnage qui est important, qui est celui qui découpe les viandes, découpe les poissons, et c'est sur celui-là que je me suis concentré. Et alors, comment on devient maître d'hôtel, finalement? Parce que toi, tu as toi-même développé un dispositif qui favorise l'apprentissage de ce métier et de la pratique du service en salle. Mais est-ce que tu pourrais nous en toucher un petit mot? Oui, écoute, maître d'hôtel, alors c'est un bien grand mot. Aujourd'hui, on pourrait parler de directeur de salle, mais on peut aussi parler du maître d'hôtel privé. Donc, il y a vraiment de grands débouchés dans des demeures particulières. Tu sais, tu as cette série qui s'appelle L'Agence. Je sais pas si tu la suis. Oui, j'aime beaucoup trop, malgré moi, cette série. Moi aussi, j'adore. Et donc là, tu vois que tout
le pas de travail possible dans les demeures particulières. Alors, on va s'intéresser dans un instant à l'art de la découpe à table. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu de l'histoire de cette profession de maître d'hôtel? Oui, alors c'est une histoire qui est mal documentée. Tu sais, les cuisiniers ont très très bien documenté leur histoire, mais les maîtres d'hôtel ne l'ont pas écrite. Ce sont des personnes qui sont naturellement dans l'ombre. Hein. Tout à l'heure, on parlait de l'esclave qui est devenu un peu le majordome. Donc, c'est des gens qui sont au service. Donc en fait, notre qualité, c'est pas une qualité de nous mettre en avant. On est souvent des personnes qui sont dans l'ombre, on sert des gens importants. Donc c'est pas naturel pour un maître d'hôtel d'écrire son histoire en fait. C'est pour ça que c'est une période qui est mal documentée et c'est pour ça d'ailleurs aussi que l'université a choisi ce sujet de thèse parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et en fait, au départ, je suis parti en histoire de l'art d'ailleurs. Hein. Je suis pas parti en histoire. L'histoire de l'art, c'est très particulier. C'était une professeure d'esthétique. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils arrivent à reconstituer des connaissances avec des professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on m'a choisi. Parce que les planches que l'on utilisait, qui sont des planches du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Donc, il fallait qu'un professionnel s'y colle. Et alors pourquoi elles sont incompréhensibles? Eh bien, par exemple, tu as des livres de découpe en salle et mon ancien directrice de thèse avait fait, elle, un travail sur les danses du roi Soleil et ça avait abouti au film Le Roi danse. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, pas du tout. Alors, c'est un film qui raconte les danses du roi Soleil lorsqu'il était adolescent. Et donc, pareil, ils ont dû travailler sur des livres qui décrivaient avec des planches de dessin les danses du roi et il a fallu les reconstituer. Alors, au niveau de la découpe en salle, puisque tu me posais la question, ben, tu vas voir un dessin d'une volaille, par exemple, et puis tu as des numéros. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Et donc, c'est très, très compliqué d'arriver à comprendre comment ils faisaient. Et puis, tout ça est mélangé à des mythes, hein, ce qu'on appelle des conventions artistiques, c'est-à-dire des dessins de gestes qui n'existent pas en réalité. Hein, le plus connu, c'est le disco ball. Le disco ball, c'est une convention artistique, c'est-à-dire qu'on voit cette statue d'un athlète qui va jeter le disque, mais en fait, en réalité, il ne le jette pas comme ça. Donc, il faut arriver à comprendre le geste tel qu'ils ont voulu l'exprimer, alors qu'il n'est pas obligatoirement dessiné comme dans la réalité. Donc, tu vois un peu la difficulté. Oui, la difficulté, d'autant que le disco ball, pour le coup, ça pose de vrais problèmes aux profs de PS quand il y a du lancer de disque et que tous les gamins veulent faire pareil comme la statue. Eh bien, tu vois, c'est exactement ça. Et donc, après des années de travail, c'était parti d'un mythe, en fait, hein, parce qu'on a on appelle ça la découpe à la volée, c'est-à-dire le mythe d'être capable de découper une volaille en l'air au bout d'une fourchette, sans toucher jamais la planche à découper. Et donc, ça m'a pris 30 ans jusqu'à ce que j'y arrive. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que pour y arriver, il a fallu juste que je suive les numéros. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'apercevait que je comprenais le geste en suivant les numéros qui étaient marqués sur le dessin que j'avais. C'est un livre de 1620 que j'avais en main. Bon, rassure-moi, il y a des vidéos sur YouTube où on peut te voir en train d'effectuer ce geste ou pas? Parce que moi, ça m'impressionne rien d'en parler. Oui, j'ai fait quelques petites vidéos. Bon, ça a été pas mal copié. Hein. Tu sais, ça aussi, c'est le problème des thésards. C'est-à-dire qu'une fois que la connaissance sort, moi, j'ai soutenu à Bordeaux-Montaigne, mais toute la profession, hein, c'était vraiment très, très touchant, très émouvant, notamment de vieux maîtres d'hôtel, lorsque j'ai fait ma recherche, qui sont décédés pendant la thèse. C'est-à-dire que j'ai réussi à interviewer grâce au fait que j'étais meilleur ouvrier de France. J'avais des portes ouvertes, ça m'ouvre des portes. Et donc, c'était émouvant parce que j'ai parlé à des personnes qui avaient 92 ans, 93 ans, pour aller rechercher ce qui existait dans les années 50. On est dans le film Le Grand Restaurant de Louis de Funès. Tu vois ce film, hein? Donc, ouais. C'est notre film culte. Les extérieurs, c'est le pavillon Le Doyen à Paris. Et donc, il m'a fallu retrouver des personnes qui avaient une connaissance qui a été perdue, en gros, dans les années 80. Donc, même moi, je suis arrivé après la bataille.
Alors, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et on va commencer avec cette première partie où on va essayer de dresser un peu le portrait de la découpe de la viande de l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle. Alors, cet art de la découpe, déjà, ce qui serait bien, c'est de le définir, peut-être. Comme ça, on part sur des bonnes bases sur cet entretien. Qu'est-ce que c'est ? Si tu veux, donc c'est le contraire d'un boucher, c'est-à-dire lorsque tu as une pièce de viande et que tu vas la découper en boucherie, nous, c'est une découpe artistique. Et elle est documentée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des traces on nous explique que cette découpe est artistique depuis l'Antiquité. Et alors, du coup, c'est purement visuel ? C'est visuel et puis c'est tout un rite. Donc, par exemple, lorsque tu vas avoir un sacrifice grec, eh bien, les bêtes ne vont pas être tuées n'importe comment. Il y a tout un sacrifice, il y a tout un rite. Et puis, il y a le couteau de l'écuyer tranchant qui va agir, mais avec tout un geste artistique. Il y a un tableau qui est très intéressant, c'est les Noces de Cana de Véronèse, tu sais, qui est au Louvre. Alors avant, ça fait un moment que je suis pas allé au Louvre, mais c'était le tableau qui était juste à gauche de la Joconde pendant très longtemps. Et je crois qu'ils ont changé l'endroit de la Joconde, elle est plus au même endroit, il me semble. J'ai vu ça passer il y a quelques temps. Et dans ce tableau, en fait, le centre du tableau, c'est le couteau de l'écuyer tranchant. C'est ce geste-là qui donne le départ, en fait, du tableau. Et c'est très étonnant lorsque tu vois ce tableau après avoir l'information, tu vois que ça. On nous dit, Zana dit, il est en face de la Joconde, c'est l'immense tableau, c'est ça en fait ? Voilà, l'immense tableau très très coloré. Ouais. Et effectivement, la Joconde n'a pas encore été déplacée, c'est prévu pour un peu plus tard. Mais oui, je vois très bien ce tableau qui est absolument incroyable, qui fait la taille de la salle en fait. Oui, c'est ça. Et donc tu as le Christ, donc aux Noces de Cana, et juste au-dessus, tu as l'écuyer tranchant avec le couteau. Et donc, tu vois, c'est exactement représentatif de mon sujet de thèse. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas, alors qu'en fait, c'est hyper présent et même, ça va délimiter le format du tableau. Alors, toi, tu fais commencer tes études à l'Antiquité, mais est-ce que ça veut dire que avant, durant la préhistoire, il n'y avait pas de découpe artistique ? Je ne le sais pas, puisqu'on n'a pas de sources. Moi, je travaille sur des sources. Donc, tu vois, les premières sources que j'ai trouvées, ce sont des vases grecs qui évoquent comme ça cette notion de sacrifice avec une certaine grâce dans le geste. Voilà, donc je peux pas remonter au-delà. Je sais pas remonter au-delà des sources, en fait. Donc dans cette mythologie grecque, tu as retrouvé plusieurs sources pour le coup. Durant le pré-entretien de cette émission, tu nous as évoqué par exemple le mythe des titans. Ah oui, dans Prométhée, tu sais, à un moment donné, il y a un deal qui se fait donc avec les dieux. Et donc Prométhée, qui va essayer d'aider les humains, fait un coup un petit peu à Zeus, puisque lorsqu'il discute des sacrifices, il dit écoutez, moi je propose de diviser le bœuf en deux parties, une partie pour les dieux, une partie pour les humains. Sauf que une fois qu'il a découpé le bœuf, eh bien il donne à Zeus, il lui donne les os avec de la graisse pour que ce soit un peu joli. Et par contre, il se garde pour les humains la viande, mais qu'il la met par-dessus des intestins pour que ça soit moche. Et donc ce mythe de Prométhée, en fait, ça crée finalement l'humanité. Et puis tu sais que la mythologie, c'est la base de notre philosophie. Donc cet art de la découpe, il est tout le temps en filigrane dans tout, y compris dans notre philosophie. Et alors ce type de mythe comme Prométhée, il nous apprend quoi justement sur l'art de la découpe ? Est-ce qu'on a des choses un peu précises ? Alors on n'a pas des choses très précises, donc c'est là où il faut imaginer. Tu as quelque chose qui est juste un peu après, tu connais bien Astérix, hein, j'imagine. Tu te souviens de cette BD Astérix chez les Helvètes, au tout début, la première page d'Astérix chez les Helvètes. Dans cette BD, on nous volontairement, les auteurs ont représenté un banquet qui existe en vrai. C'est le banquet chez Trimalcion.
Et là, c'est sourcé. Donc, bon, on est juste un peu après les Grecs, on est chez les Romains. Et donc là, effectivement, donc on a un écrit. Donc là, on n'est plus sur des vases, on n'est plus sur des mosaïques, mais on est sur un écrit. Et on décrit le fameux écuyer tranchant qui va rentrer et qui, avec un certain rythme, va découper les viandes pour ce banquet. Donc là, on est sûr qu'il y a quelque chose et que ce n'est pas juste un boucher qui découpe la viande, mais il y a une dimension artistique. Et alors, tu l'as évoqué très rapidement au début de cet entretien, mais tu nous disais que cet art de la découpe, il était notamment utilisé dans le cadre des sacrifices d'animaux. Alors, comment ça se passait ? Tu sais, nous, les maîtres d'hôtel, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. On est encore dans des croyances anciennes. Alors, tu vois, tu as parlé tout à l'heure de la découpe à table. Moi, j'ai travaillé sur Proust, notamment, tu sais, et on mangeait souvent la solmenière. Peut-être que tu as eu un jour un maître d'hôtel qui t'a préparé une solmenière devant toi. Ça t'est déjà arrivé ? Non, jamais. Ça t'est jamais arrivé. Alors, en fait, tu amènes une sole entière, et puis le maître d'hôtel va la désarrêter, va retirer la peau, va la découper. Et nous, les maîtres d'hôtel, notre tradition, c'est de replacer les pièces dans l'état naturel où elles étaient. Tu sais, tu vois bien ces banquets au Moyen-Âge avec des oiseaux qui étaient servis, on avait remis les plumes, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Et donc, nous, on est basé sur des connaissances anciennes. Alors, les connaissances anciennes, c'est des connaissances qui datent d'avant le christianisme, où on pense que les fruits valent mieux que les carottes, c'est-à-dire que tout ce qui s'approche du ciel, en fait, est beaucoup plus valorisant que tout ce qui touche la terre, on se rapproche du diable. Et donc le maître d'hôtel va exceller dans la découpe de la poire, par exemple. Tu vois, c'est un fruit qui est dans un arbre qui est proche du ciel. Où il va exceller dans la découpe de l'oiseau, parce que l'oiseau est encore plus proche de Dieu. Et par contre, on ne va pas du tout s'intéresser à tout ce qui est légumineuse. Tu vois, ce sont des croyances qui sont encore aujourd'hui ancrées dans la profession. Ouais, et du coup, dans le cadre des sacrifices d'animaux... Du coup, des sacrifices d'animaux, si tu prends un bœuf, lorsque tu as tué le bœuf, tu le fais regarder, on faisait baisser la tête du bœuf, puisqu'il regardait la terre, c'était un animal de la terre. Tu vois, il y avait tout un rite qui correspondait à la place de l'animal dans le monde. Un peu comme si chacun de nous avait une place dans le monde et elle était représentée au moment du sacrifice. Mais donc là, c'est au moment où on tue la bête, après on la débite de façon artistique et on la présente d'une certaine manière, c'est ça en fait ? Oui, alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elle est tuée d'une certaine manière, alors artistique c'est un bien grand mot, en tout cas elle est tuée de manière rituelle. Oui, ouais. Désolé pour le mot. Et ensuite en fait on en fait des brochettes, figure-toi. Et donc on la mange sous forme de brochettes. Alors tu vois, je te disais que je retrouve la tapisserie, je te retrouve l'art de la découpe partout. Dans la tapisserie de Bayeux, à un moment donné, ça m'a vraiment étonné, mais tu as une découpe transformée en brochette et servie sur la tapisserie de Bayeux. Alors dans le cadre de ces sacrifices d'animaux, c'est quoi un magéros ou une macaria ? C'était donc c'était une sorte de prêtre en fait qui excellait dans cet art et il avait des outils en fait qui étaient particuliers. Donc ça aussi c'est très intéressant parce qu'il a fallu que je travaille avec des outils que j'ai vus en représentation. C'est-à-dire j'ai pas travaillé avec des couteaux classiques d'aujourd'hui. Il m'a même fallu reconstituer des outils pour comprendre pourquoi on utilisait des outils comme ça. Des fois, c'est un peu étonnant, hein. Tu sais, en cuisine, on appelle ça des planches, c'est-à-dire des couteaux qui sont très, très gros et qui permettent quelque chose. Alors, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de cette découpe d'oiseau en l'air. Et le couteau qui est utilisé pour découper l'oiseau en l'air, en fait, est un peu étonnant. Il est très large. Et j'ai compris, à force de le faire, pourquoi le couteau est très large. C'est que comme on n'a pas de prise, puisque l'oiseau est en l'air au bout d'une fourchette, c'est la largeur du couteau qui va permettre de le découper. Il faudra qu'un jour je te le montre. Et puis il y a la vitesse aussi. La vitesse, ça comptait énormément. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je découpe un poulet en 35-40 secondes, à peu près. Tu vois ? Donc il y avait toute une dextérité. C'est un peu comme si tu étais un personnage, un artiste de cirque.
C'est très décrié dans la profession, hein. On a des débats sans fin entre des personnes qui vont plutôt aller dans le sens de l'écuyer tranchant et puis d'autres qui vont aller dans le sens du maître d'hôtel organisateur, celui dont je te parlais tout à l'heure, tu vois. Et tu as deux visions. Tu as soit le service doit être invisible, c'est-à-dire que le client va s'asseoir dans le restaurant et puis personne ne le dérange. Et puis tu as ma vision où le client va dans un restaurant pour assister à un spectacle. Alors, question hors sujet du film, mais il existe des concours mondiaux de vitesse de découpe en l'air? Alors oui, donc moi j'en ai organisé un qui s'appelait le trophée René Lasserre, hein, par rapport au restaurant Lasserre. Donc on a parlé tout à l'heure de ce film de Louis de Funès, Le Grand Restaurant. Donc le restaurant Lasserre est représenté dans le film. Ce sont toutes les scènes intérieures. Mais ces personnes donc qui avaient une sorte de facilité sont aujourd'hui disparues et ont disparu sans laisser de traces. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, il a fallu aller vraiment très loin pour arriver à les rechercher. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui participent à ce concours? Alors, il y avait quand même pas mal de monde. Donc, on essaie de perpétuer ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas de base. Donc, on va chercher dans d'autres formes d'art. Donc, moi, je me suis basé surtout sur le XVIIe siècle. Donc, il a fallu que j'aille chercher ce qui se faisait en danse. Voilà. Là, actuellement, pour te dire, je suis à Tahiti. Je travaille aussi sur la découpe. Moi, j'ai décidé à Tahiti de ne pas utiliser d'outils européens. C'est-à-dire que je ne travaille qu'avec des bambous et des cailloux. Et donc, pour arriver à comprendre le geste tahitien, je me suis rapproché de chorégraphes de danse tahitienne. C'est-à-dire que je ne veux pas imposer un geste qui ne serait pas naturel pour un tahitien. Bon, alors on y reviendra peut-être à un peu après. On va revenir sur ces sacrifices d'animaux. Est-ce qu'il y avait durant l'Antiquité, est-ce qu'il y avait une méthode qui était utilisée unanimement, ou est-ce que ça peut varier en fonction des cultes, de l'époque, du lieu? Alors je ne peux pas te répondre parce que c'est pas sourcé, c'est-à-dire que je ne peux pas prouver. Même si j'ai des intuitions, si tu veux, on n'a pas de traces suffisamment précises pour que je puisse répondre à cette question. Si on bascule sur le Moyen-Âge, je vais être capable de te répondre. Mais sur l'Antiquité, c'est plus difficile. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, avant que tu lances la vidéo, une de mes difficultés, ça a été de batailler avec mon professeur d'histoire, parce que en histoire, il y a 4 périodes historiques. Et lorsque tu fais une thèse, tu dois te placer dans une thèse historique, une période. Donc moi, je l'ai fait en histoire contemporaine parce que ça m'a paru être la période qui était la plus intéressante, puisque c'est nous, en fait, c'est aujourd'hui, plus ou moins, hein, on parle de la Révolution française. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui s'est passé au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Et quelque part, je préférais les historiens anciens des années 70 qui voyaient l'histoire d'un point de vue global, tu vois. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, tu as des historiens qui sont hyper spécialisés, mais qui n'ont pas une vision globale sur toute l'histoire. Alors justement, les sources, tu dis qu'il y en a pas des masses dans l'Antiquité. Donc toi, tu as bossé concrètement sur quel type de sources? Alors au début, j'ai commencé en histoire de l'art. Donc j'ai commencé à chercher tout ce qui pouvait constituer une découpe à table. C'est pour ça que j'ai trouvé des vases, des mosaïques, etc. Mais à partir du XVIe siècle, on commence à avoir des descriptifs, des livres, hein, des descriptifs assez précis avec les fameuses planches dont je t'ai parlé, qui donnent une idée de à quoi pouvaient ressembler. Ce sont que des découpes à la volée. Hein. Ce sont donc tu vois des maîtres d'hôtel qui tiennent des oiseaux, souvent, en l'air, au bout d'une fourchette, qui le découpent. Alors on s'est posé la question, pourquoi ils faisaient ça après tout? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a un côté artistique, ça c'est sûr, mais il y a aussi, voilà, je te montre l'animal que tu vas manger en public, je le lève assez haut pour que il n'y ait pas de doute sur le fait que je ne vais pas t'empoisonner. Je montre le couteau. Il y avait toute une symbolique aussi qui était liée à la sécurité alimentaire à l'époque. C'est-à-dire, il fallait pas toucher le... Il n'y avait que lui qui pouvait toucher. Le couteau était montré en public, tu vois, et on voyait bien
tout le public voyait l'oiseau. Voilà, c'était pas, on voulait pas amener des morceaux prédécoupés de cuisine, c'était louche. Mais alors pour revenir à l'Antiquité, donc tu disais il y a pas masse de sources, mais du coup tu as bossé vraiment sur quoi, à part les mythes par exemple, comme Prométhée qu'on a évoqué tout à l'heure? Alors j'ai bossé sur les mythes et puis ensuite j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver qui évoquait en fait cet art de la découpe pour essayer de voir si je pouvais trouver une sorte de base comme il existe en cuisine. Tu sais, en cuisine, il y a beaucoup de livres de cuisine qui sont partis de sources antiques, ancestrales. Et j'ai essayé de faire la même chose en salle. Alors, j'ai eu plus de difficultés. Mais je voulais partir vraiment du départ, c'est-à-dire le plus loin possible. Et alors justement, si tu t'es intéressé à cet art de la découpe dans l'Antiquité, ça se résume pas à la Grèce. Est-ce que tu as trouvé des trucs qui nous renseignent sur l'art de la découpe dans d'autres civilisations anciennes? Alors, je t'avoue que je rigole pour ta question parce que déjà, pour un prof d'histoire contemporaine, aller chercher des sources dans la Grèce antique, c'est insupportable. Donc, donc j'ai dû limiter effectivement mes recherches. Oui, en gros, je suis resté sur la Grèce et sur Rome. Je suis pas allé au-delà, chercher au-delà. Et puis, il faut dire aussi que bon, c'était quand même les civilisations où il y avait un certain côté artistique. Je suis pas sûr que dans les civilisations reculées, il y avait les mêmes choses. C'est possible après tout. Il faut rien écarter. Alors, parlons de Rome, du coup, si tu t'es intéressé un petit peu à Rome. À ce moment-là, il y a une spécificité sur cet art de la découpe? Pour l'instant, que ce soit Rome et la Grèce, on est toujours sur le sacrifice. Donc, on a des dieux, comme tu le sais, qui sont en commun. Donc, en fait, moi, j'ai pas trouvé une grosse différence, en fait, dans les sources. Il y a une mosaïque qui est vraiment très intéressante, qui date de 450, où on voit alors une scène absolument fondatrice pour mon sujet. C'est une scène où tu vois une dizaine de convives couchés romains et au centre tu as un écuyer tranchant. On sait que c'est un écuyer tranchant parce qu'il n'est pas coiffé comme un esclave. Donc on sait que bon, tu vois les esclaves à cette époque. D'ailleurs ils sont représentés dans la scène. Ils étaient plus ou moins avec la tête rasée, avec une petite queue sur le côté. Et lui, il a des cheveux longs, voilà, et il vient faire la découpe en l'air. Alors aujourd'hui, on ne pourrait plus parce que il tient la volaille avec sa main en fait, et avec son couteau, on voit qu'il initie un tour et il va faire tomber les morceaux dans un plat dessus de lui. Donc ça, c'est vraiment donc 450, c'est vraiment la source de base de mon travail. Et est-ce que dans ces sources, justement, au cœur de la Rome antique, on trouve déjà les prémices de ce que va devenir l'écuyer tranchant au Moyen-Âge? Ah oui, clairement. Donc, pour te donner un exemple, moi je suis du Pays Basque, on a réussi à identifier la date de la bataille, qui peut-être jamais existé d'ailleurs, de Roncevaux, par une tombe qui a été gravée, et c'est l'écuyer tranchant de Roland, en fait. Donc, tu vois, à chaque fois, on arrive à trouver des choses, et ce qui est étonnant aussi, c'est que les conservateurs de musées passent à côté. C'est-à-dire, tu sais, t'as ces aluminures, les très riches heures du duc de Berry, c'est chez toi en plus. Ouais. Et donc, moi, je suis allé, donc c'est à Chantilly au départ. C'est à Chantilly que sont conservées les très riches heures. Et en fait, le conservateur de musée, je lui montre l'écuyer tranchant, il me dit, mais je n'avais pas remarqué, en fait. Donc, il passe à côté de cette information parce qu'elle n'existe pas vu qu'elle n'a jamais été expliquée, tu vois. Et donc là, on voit clairement, donc c'est un peu plus tard, puisqu'on est juste après la bataille d'Azincourt. Et pareil, donc on voit le duc, et puis devant, on voit l'écuyer tranchant en train de découper en l'air des oiseaux.
Alors, durant le Moyen Âge, cette fonction d'écuyer tranchant, elle évolue comment? Est-ce que tout le monde pouvait devenir écuyer tranchant? Alors, ta question, elle est très, très intéressante et tu vas voir que je vais être obligé d'aller un peu plus loin dans le temps parce que cette fonction, elle va être très enviée. Et plus on va aller dans le temps, plus elle va être enviée, jusqu'à ce qu'elle soit détruite parce qu'elle est trop enviée. Donc, la personne va devenir ce qu'on appelle le sénéchal. En fait, le sénéchal, c'est celui qui est chargé de ravitailler le palais. Et par extension, c'est lui qui va être un petit peu le maître d'hôtel personnel du prince, du duc ou du roi. Et donc c'est pas la même personne que ce qu'on appelle le chambellan, qui lui s'occupe plutôt des appartements du roi. Lui, le sénéchal, c'est celui qui s'occupe vraiment du roi. Et souvent, c'est l'écuyer tranchant du roi. On a des traces de certains écuyers tranchants. Et alors, ce qui est très, très étonnant, c'est que sur leur blason, figure-toi, ils ont le lito des maîtres d'hôtel. C'est-à-dire que tu vois, la serviette que tu mets sur la main, c'est leur blason. C'est-à-dire qu'ils étaient fiers d'être l'écuyer tranchant. C'était souvent des personnes de confiance, c'est-à-dire ils étaient à la guerre avec, c'était pas des gens qui restaient en cuisine, hein, c'était vraiment des gens qui accompagnaient le prince, c'était leur fidèle serviteur, et comme c'était leur fidèle serviteur, ben il allait aussi au combat, et puis ensuite c'est lui qui s'occupait personnellement, c'était un honneur en fait. Hein. Alors du coup, la frontière est très poreuse entre sénéchal et écuyer tranchant. C'est quoi la réelle différence en fait? Ben, si tu veux, le sénéchal, c'est plus étendu, c'est-à-dire qu'il va s'occuper c'est le maître d'hôtel, c'est celui qui va s'occuper de toute la nourriture qui va arriver au palais, des vins, toute la partie nourriture. Et ensuite, tu avais les personnes qui étaient responsables de la découpe à table. Des fois, c'était les deux mêmes personnes, mais pas toujours. Donc on peut considérer que dans tous les cas, de toute façon, l'écuyer tranchant, il intervient vraiment que dans le milieu aristocratique. Voilà, ça c'est un vrai problème, c'est qu'effectivement, on a des sources que dans les milieux aristocratiques, c'est-à-dire qu'on n'a aucune source sur ce qui se faisait en dehors des princes et de certains nobles. Ça, c'est un vrai problème en histoire d'ailleurs. Hein. On sait du coup si il officiait quotidiennement à tous les repas ou plutôt seulement à certaines occasions? Non, c'est une personne qui était louée, hein, comme si tu louais un maître d'hôtel en fait, et qui venait. C'est lui qui faisait les découpes. Alors il y a tous les cas, hein, mais c'était par exemple à partir du XVIe siècle, c'est quelqu'un qui est loué. Hein, le plus connu, ce sont des Italiens, donc d'ailleurs qui ont laissé des livres de découpe. Vincenzo Ciervo, qui était vraiment une star et qui venait à la cour un peu comme Léonard de Vinci pour la peinture. Alors, on en a déjà évoqué un peu le sujet avec Fabien Muller, un copain avec qui je fais une émission de cuisine histo. Mais à quoi ça ressemblait les services et les repas dans le milieu aristocratique au Moyen-Âge? Comment c'était organisé? Qu'est-ce qu'on bouffait? Ben, en fait, il y avait plusieurs services déjà. Hein, donc, il y a beaucoup de mots qui viennent aujourd'hui du langage courant, qui viennent des repas du Moyen-Âge. Le couvert, par exemple, donc ça, tu as dû le traiter avec lui. Et puis, il y a les hors-d'œuvre, par exemple. Le mot hors-d'œuvre, c'est ce qui est à l'extérieur de l'œuvre. Donc, le travail du maître d'hôtel, c'était de faire une œuvre. Donc, son œuvre, c'était d'agencer les plats au milieu de la table, de telle manière à faire une différence sociale entre les invités. Alors, ça nous choque, hein, mais il fallait absolument que selon ce que on te mettait devant, eh bien, tu puisses montrer quel était ton rang dans la société. Et si tu avais un rang moins important, ben, tu recevais des nourritures différentes. Ça, c'était le boulot du maître d'hôtel. Il devait choisir les nourritures qui allaient être placées devant toi. Il choisissait des tables qui n'étaient pas rondes volontairement, hein, sinon c'est des chevaliers de la table ronde, tout le monde au même niveau. Donc il fallait que les gens ne soient pas au même niveau. Donc on mettait des tables ovales. Et ça permettait de placer les gens d'un certain ordre. Et donc, tous les plats étaient placés sur table. C'était un vrai problème. D'ailleurs, on va voir plus tard que le service a dû évoluer. Parce que si tu places les plats pour faire une œuvre, ben, si tu mets des poissons, par exemple, ou des fruits de mer chauds, ben, ça refroidit, c'est limite dangereux. Donc, les gens n'aimaient pas trop qu'on mette des poissons qui, finalement, ils finissaient par manger froid. Et tout ce qui était amené en plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les assiettes volantes, qui étaient amenées en plus, on appelait ça les hors-d'œuvre.
Et alors, du coup, tout était servi en une fois, il n'y avait pas d'entrée plat dessert? Si, non, c'était pas servi en une fois, il y avait plusieurs services. Et tout ce qui était pendant le service, on avait un moment qu'on appelait l'entremets, c'est entre les mets, et c'est là où venaient les jongleurs, les artistes faire des spectacles pendant qu'on changeait, qu'on mettait un autre service à la place. Il y a beaucoup de plats d'ailleurs dans la gastronomie française qui ont été créés parce que on allait poser des mets qui allaient pas toujours ensemble. Hein. Alors je sais pas si tu as déjà mangé du riz condé, c'est-à-dire du riz avec des abricots, parce que on a un jour posé un plat de riz, un plat d'abricots, et on s'est aperçu que l'association de ces deux mets fonctionnait correctement. Donc, tu avais plusieurs plats qui étaient servis, mais que ça ne correspondait pas à notre vision de l'entrée plat dessert. D'ailleurs, qui est complètement dépassée aujourd'hui. Entrée plat dessert, ça n'existe plus. Ah bon? Parce que moi, quand je vais au resto, il y a souvent entrée plat dessert. Tu sais, au resto, aujourd'hui, il faut s'adapter. Tu as beaucoup de... moi, déjà, à 57 ans, je mange plus que deux plats. Tu as beaucoup de formules binaires et donc, les choses évoluent. Une chose importante en gastronomie, c'est qu'il n'y a jamais eu de révolution. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est arrivé en disant maintenant, on va faire les choses comme ça. Donc ça, c'est des erreurs qui sont données par des journalistes. Donc, les révolutions en gastronomie, elles portent sur 50 ans, 100 ans. En fait, il n'y a jamais un vrai changement. Oui, après, j'ai envie de dire, comme souvent en histoire, tout est très progressif et moins brutal qu'on ne le pense. Alors, tu as juste dit un truc il y a 2 minutes là, qui m'a un peu interpellé. Tu disais, oui, alors les poissons et les fruits de mer, non seulement ça refroidit, c'est pas grave, mais en plus ça peut être dangereux. Pourquoi ça peut être dangereux? En termes d'hygiène, tu sais, c'est-à-dire que si tu manges des fruits de mer qui ont pris le chaud, par exemple, tu vois, il fait 30 degrés et tu as un homard qui est là, ça peut être dangereux. Tu peux tomber malade parce que il ne respectait pas la chaîne du froid du tout. D'accord, ok, ouais, je comprends. Et il le savait. Donc, comme il le savait, il préférait les viandes rôties, parce que là, il prenait pas de risque. Et alors justement, niveau viande, on avait quoi comme viande de dispo? Tout. Donc, tous les animaux, tu peux imaginer, voilà. Et alors, le top du top, c'était les oiseaux chantants, c'est-à-dire les oiseaux qui étaient capables de chanter. Donc, tu vois, on est toujours dans la représentation de Dieu, du ciel. Et les oiseaux qui chantaient, les merles, c'était la nourriture la plus en vogue à cette époque. Tu nous disais tout à l'heure que justement à partir du 16e notamment, c'était plus facile d'identifier les techniques de coupe. Tu peux nous en parler justement? Comment est-ce qu'on connaît ces techniques de coupe qui étaient utilisées au Moyen-Âge? C'est celle que j'ai utilisée donc pour ma thèse. C'est tout à fait. Alors tu as par exemple au hasard poulet rôti. Et tu as une planche de découpe de poulet rôti. Donc, tu vois une photo, enfin, non, c'est pas une photo, donc une gravure d'une volaille. Et puis, tu as des numéros qui sont indiqués sur la gravure, c'est tout. Tu sais rien d'autre. Alors, dans certains ouvrages, au début, tu vois des couteaux. Donc, ils expliquent des couteaux. Donc, moi, j'essaie de vraiment comprendre. Puis après, j'ai essayé petit à petit. Alors, j'avais la chance, dans le lycée hôtelier dans lequel je travaillais, d'ailleurs, je reviens en France, là. Il se trouve que dans les écoles, ça coûte moins cher d'acheter un poulet entier, que des filets de poulet. C'est normal, puisqu'il n'y a pas eu de découpe. Et donc, je demandais au chef du self, et en fait, il m'accordait de découper tous les poulets du self. Donc, j'ai des élèves qui sont devenus des vrais pros, même des fois meilleurs que moi. C'est-à-dire qu'on a découpé 45 poulets à la suite, tu vois. Et donc, à force, on a réussi à prendre une certaine dextérité. Et alors, comment tu as su ces chiffres dans quel ordre on les agençait ou tu vois, ça s'appelle le désert du thésard, c'est-à-dire je n'en sais rien. C'est-à-dire que je suis arrivé à une connaissance, et des professeurs me disent, mais écoute, il faut pas trop te poser de questions. Ce qu'on appelle l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est que tu ne sais pas si ce que tu proposes a vraiment existé ou si tu es un imposteur. Ça, c'est un problème avec les chercheurs en histoire. Et j'étais rassuré, en plus à Tours, j'ai fait 2 conférences à Tours par vraiment des profs d'histoire
reconnus qui m'ont dit, mais écoute, bon, nous on estime que vu ce que tu as fait, ben, ça devait ressembler à ça. Mais on n'en sait rien. Oui, c'est de l'interprétation dans tous les cas. C'est l'interprétation, c'est le disco ball en fait. Du coup, alors cette découpe, on a bien compris depuis tout à l'heure quand tu nous parles de l'écuyer tranchant qui a cette volonté aussi manifeste de montrer les choses. Mais globalement, pour un banquet, cette découpe, elle se faisait quand même devant les gens ou ça arrivait déjà tout près? Ah non, ça n'arrivait jamais tout près. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, il fallait vraiment que les volailles soient présentées. Donc, tu imagines le banquet du Moyen-Âge, de la Renaissance, avec donc souvent c'était amené sous forme des espèces de brouettes ou sur des brancards, des sortes de brancards. Et ensuite, on découpait devant le prince, devant le roi ou devant le noble, et on lui donnait les meilleures parties. Voilà. Et puis ensuite, on répartissait. Volontairement donner les parties les moins nobles aux gens qui étaient les moins nobles. Oui, donc techniquement, en fait, en cuisine, tu prépares un peu l'animal, c'est-à-dire tu le vides, etc. Tu le décores un peu, tu lui refous des plumes, tu le présentes, et là intervient l'écuyer tranchant qui fait le show, quoi. Imagine l'organisation qu'il fallait. Donc c'était énorme. On a des photos, des gravures, hein, alors des gravures assez récentes puisqu'elles datent de Louis XV. En fait, tout a été perdu à la Révolution. Mais les dernières gravures qu'on a, donc Louis XV, Louis XVI, tu vois des centaines de mètres d'hôtel pour un banquet, c'était incroyable. L'organisation à cette époque-là, moi, ça me fascine. Tu vois, avec des jeux, des trappes dans lesquelles la volaille allait monter depuis le sol. Donc, il existe encore des châteaux avec ce genre de système. C'était vraiment une scène de théâtre, en fait. On nous demande jusqu'à quelle époque on mangeait avec nos doigts? Depuis toujours, on mange avec nos doigts. C'est très récent. Tu sais, lorsque je parle de l'art de la découpe, il faut le voir d'un point de vue social. Parce que là, depuis le début, tu me parles d'un point de vue technique plutôt. Mais du point de vue social, ça crée des choses. Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque tu me parles des doigts, je pense à une pizza. Lorsque tu es avec des amis, ben, pourquoi est-ce que tu vas acheter une pizza pour la partager, la découper devant tes amis? Réfléchis à cette symbolique. Je partage les aliments avec mes potes. Tu vois, ça, c'est très important. Pourquoi tu n'achètes pas des parts de pizza? Et il y a plein de choses, il y a plein d'éléments comme ça. Tu vois, j'ai même étudié des magazines, Carrefour, etc., de grands distributeurs. Et alors, c'est étonnant parce qu'à chaque fois qu'il y a Pâques ou Noël, on nous présente un gigot d'agneau en première page. Alors, ça faisait, à chaque fois, j'ai étudié pendant 5 ans, j'ai pris tous les magazines pendant 5 ans. À chaque fois, tu as le gigot d'agneau de Pâques, alors que personne ne découpe jamais le gigot d'agneau, tu vois. Et c'est des représentations. Dans Charlie et la chocolaterie, la dernière scène, c'est un poulet rôti qui est le summum, en fait, de la famille représenté par un poulet rôti qui est placé au centre de la table. Hein, ça arrive souvent dans les représentations artistiques, d'ailleurs. Tu disais tout à l'heure que la fonction d'écuyer tranchant, à un moment donné, elle bat un petit peu de l'aile. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'écuyers tranchants qui vont disparaître au moment de la bataille d'Azincourt en 1415? Parce que c'était des chevaliers. C'était des chevaliers, donc c'était des hommes d'armes. Hein, c'était la noblesse d'épée. À cette époque-là, tu allais au combat avec ton prince à côté, donc tu mourais en fait. Et comme à Azincourt, on a perdu, alors je ne suis pas médiéviste, mais une énorme partie de la chevalerie française. Et ensuite, il a fallu la reconstituer. Et alors plusieurs fois, au niveau du service à table, on avait les codes. La dernière fois que ça nous est arrivé, c'était sous Macron. Lorsque Macron est arrivé, bien, il a fallu renouveler. Tu sais, il y avait les nouveaux députés macronistes qui n'avaient pas les codes. Donc moi, je suis ami avec le maître d'hôtel de l'Assemblée nationale. Et bien, les gens arrivaient et demandaient quels sont les codes pour manger dans un banquet, le protocole, etc., etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a une catastrophe en France, il a fallu reconstituer une sorte de noblesse, de chevalerie, et leur apprendre de nouveaux codes, mais en ayant perdu les anciens. Ça, c'est récurrent. Hein. Première guerre mondiale, les maîtres d'hôtel sont morts dans les tranchées. Seconde guerre mondiale, pareil. Et au retour des grandes guerres, une grande partie des connaissances sont perdues.
Oui, comme quoi on nous dit souvent, ah les guerres, mais quand même une bonne guerre, ça stimule le progrès. Non, en fait. Pas tout le temps, en tout cas pas dans ce sens-là. Alors ensuite, bon, c'est toujours l'éternel débat. Est-ce qu'on est obligé de travailler avec des méthodes de 1900? Peut-être pas. Après tout, bon, il faut évoluer, il faut changer. Mais mon travail, c'est pour que ça soit, si tu veux, un temple. C'est-à-dire que je voudrais que ça soit. D'ailleurs, ça a été. Si j'ai fait cette thèse, c'était vraiment pour qu'il y ait quelque chose qui reste et qui reste à jamais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre une photographie de cette connaissance à peu près jusqu'aux années 70, parce que là j'avais des témoins oculaires. Alors, depuis le début de cet entretien, il y a un siècle qui revient beaucoup. On parle du XVIe siècle, tu y fais souvent référence, notamment sur ces sources sur lesquelles tu as bossé. Alors, tu l'as dit, il n'y a pas de révolution, en tout cas instantanée, c'est assez progressif, mais quel tournant va connaître l'art de la coupe au XVIe ? Au XVIe, c'est l'apogée. Donc, le XVIe siècle, c'est l'apogée de l'art de la découpe à table. Et puis, c'est les guerres de religion. Et donc, dans les guerres de religion, l'art de la découpe va prendre une importance capitale. Donc, le roi, il va devoir représenter les deux camps, les catholiques et les protestants. Donc, on commence à l'isoler. Tu sais, donc on lui met une petite barrière autour de lui. Et c'est là où commencent les problèmes pour l'écuyer tranchant. C'est qu'il est le seul à pouvoir passer la barrière pour servir le roi. Et donc, il est très envié. C'est une charge qui est de plus en plus convoitée. Et on en parlera après, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Et alors, le souci, c'est qu'on parlait de chevaliers, donc des gens qui savaient manier l'épée, donc ça devait aussi leur servir dans leur découpe. Mais d'autres personnes vont devenir envieuses, vont vouloir cette charge d'écuyer tranchant, mais sans maîtriser la découpe. Et donc, ils se sont arrangés pour que les codes du repas diminuent en termes de technicité, pour qu'ils soient capables de le faire eux-mêmes. Et c'est qui ces gens ? C'est la noblesse de robe, donc ce sont les avocats. Hein. C'est au contraire de la noblesse d'épée, ce sont des gens qui sont devenus nobles, mais sans combattre. Ah, des avocats qui racontaient les salades pour... Oui, c'est ça, il y a un gros débat entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée, hein, encore aujourd'hui. Et alors, à cette époque-là, justement, dans l'art, comment sont représentés ces écuyers tranchants ? Partout. Dans presque tous les tableaux que tu puisses imaginer, tu as des écuyers tranchants qui fonctionnent. Alors, c'est le début de la fourchette. Elle était amenée à ce moment-là. Et donc, on commence à utiliser la fourchette. On travaille plus avec les mains. Tu sais, je te parlais d'une mosaïque où on le voit travailler avec les mains. Donc là, on touche plus le produit. Donc, le but, c'est... Moi, je travaille avec des gants blancs, souvent. Donc, il n'y a pas une goutte de graisse qui tombe sur les gants. Donc, il y a toute une méthode pour que la volaille qui va être découpée en l'air, en fait, on n'ait absolument aucun éclat, ce soit hyper propre. Donc, c'est à partir de ce moment-là où ils vont travailler comme ça, avec des fourchettes très fines, très longues, et qui vont maintenir la volaille. Donc, il faut bien savoir la planter au bon endroit. Alors là aussi, j'ai fait plein d'essais différents avant d'y arriver. Et j'ai réussi à reproduire, peut-être, donc comme je disais tout à l'heure, peut-être j'ai réussi à reproduire leur technique. Et alors, on les retrouve dans les gravures, dans les peintures. Est-ce qu'on les retrouve dans des bouquins, tu vois, dans la littérature ? On l'évoque ? J'ai jamais te citer Proust, mais c'est bien après. C'est évoqué. Voilà, c'est évoqué énormément dans la recherche du temps perdu, puisque lorsqu'il va dans son hôtel à Cabourg, Balbec en fait, mais ça correspond à Cabourg, eh bien, il dit que l'écuyer tranchant, le maître d'hôtel trancheur, en fait, on l'appelle le trancheur, il fait un spectacle tellement incroyable que les clients de l'hôtel vont commencer à compter les jours à partir du moment où il a fait la découpe à table. Donc, ils parlent, ils disent, tu vois, donc c'est le jour 2 après la découpe à table, ou c'est le jour 4 après la découpe à table, et c'est un nouveau calendrier qui est mis en place par rapport à la performance de cet artiste. C'est Jésus, le gars, quoi. Ah oui, c'était un énorme personnage. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire une découpe sur la voiture de tranche du Grand Hôtel de Cabourg. C'était un moment incroyable. Alors, il y a eu des traités
qui ont été pondus sur l'art de la coupe? Il n'y en a pas beaucoup, je les ai tous. J'ai la plus grosse bibliothèque de traités d'art de la découpe à table. Alors, j'ai pas, bon, c'est des traités qui coûtent très cher, hein. Le plus connu, c'est celui de Jacques Vonté, donc c'est 1620. C'est le traité le plus connu, le plus beau. Il existe en 3 exemplaires en France. Je ne peux pas te dire le nombre d'exemplaires qui existent dans le monde, mais ça doit être une petite dizaine. Et donc, tu peux acheter des reproductions. Donc, j'ai des reproductions. Mais j'ai absolument tous les traités. Et souvent, ils se cannibalisent les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois les mêmes choses pendant une centaine d'années. Il n'y a pas de nouveauté, en fait. Et puis, il y a une nouveauté lorsqu'il y a une guerre. Et alors, le premier traité, il date de quand? Alors, il faut qu'on définisse ce que veut dire le premier traité. C'est-à-dire, si tu me dis le premier traité de l'époque moderne de la découpe, ben, je te dirais que c'est 1620, c'est le premier traité. C'est-à-dire, au-delà, il n'y a pas eu d'évolution. Et on n'a pas amélioré la technique depuis 1620. Et on trouve quoi dedans? On trouve des planches de pas mal de volailles, de viande, de poissons, de crustacés, de fruits. Alors, je ne sais pas si tu as vu Vatel avec Gérard Depardieu. Toujours pas. Alors, c'était un film qui date. Hein. Et donc, ils ont essayé. Alors, ça ne m'a pas plu parce qu'ils ont mal essayé. Mais ils ont essayé de montrer, en fait, ce que ça voulait dire. Et ils ont pris ce bouquin. Et donc, à un moment donné, tu as le roi qui est assis. Et on lui amène une orange. Et le maître d'hôtel prend la peau de l'orange. Il tire la peau vers le haut. Et tous les segments de l'orange forment une sorte de rosace dans l'assiette. Donc, c'est pas mal dans l'esprit, mais c'est faux. C'est-à-dire que dans le livre, c'est pas du tout expliqué comme ça. Mais si tu vois les planches de découpe de fruits dans le Vonté, on l'appelle le Vonté, ce livre de 1620, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il faisait des formes, il faisait de la sculpture sur fruits au moment de la découpe. Donc ça, on arrive encore à le faire un petit peu avec les élèves. Je l'ai fait la semaine dernière, par exemple. Tu prends une orange et tu la découpes en l'air. Voilà, tu fais une seule peau, donc il ne faut pas que la peau soit cassée. C'est joli. Mais du coup, la volonté de ces traités, c'est de transmettre ou alors c'est d'exposer son savoir-faire? Parce que je sais que par exemple, quand on parle de manuscrits d'armes du XVe siècle, on a des postures qui sont décrites, on a des gestes, on a avec de l'iconographie, mais c'est davantage un prospectus pour dire « Hey les gars, regardez ce que je sais faire, engagez-moi », qu'une volonté manifeste de transmettre le geste en fait. Oui, tu as raison. En fait, Jacques Vonté, c'était un itinérant, on le sait. Hein. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était plutôt une sorte de formateur de nobles. Hein. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la nouvelle des nouveaux députés Macron. Ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un avait un titre de noblesse, ben, il se devait de se tenir à table correctement, d'être capable de recevoir ses invités, de couper lui-même la dinde. Et donc pour ça, ben, il faisait venir des pros, dont lui, qui était acheté un peu comme une sorte de formateur qui se déplaçait dans toute l'Europe. D'ailleurs, la France n'existe pas dans la découpe à table. Hein. Ce sont des traités qui sont européens. Donc la découpe française, elle arrive bien plus tard. Donc, c'est surtout la découpe italienne qui est vraiment le centre de l'art et les Français vont en Italie se former. Et alors, Jacques Vonté, justement, qu'est-ce qu'il va apporter de différent à travers son traité? D'abord, on sait pas. C'est-à-dire peut-être rien du tout. Parce que lui, il a amené une source. Mais est-ce que il a inventé les découpes ou est-ce qu'il les a vues et qu'il les a juste reproduites dans un traité? C'est très très difficile à dire. Moi, j'essaie de voir ces traités comme des photographies. C'est-à-dire, je vois une photo à un moment donné, en 1620, voilà, on faisait ça. Mais je ne suis pas capable de te dire si le gars était un précurseur de quoi que ce soit. Sans doute pas. Et lui, il fait de la découpe à la française ou du coup c'est après? Alors c'est après, mais c'est le début, c'est le premier Français en fait qui fait un traité de découpe à la française. Voilà. Et donc ça a été difficile aussi de définir ce que voulait dire à la française dans les découpes à table, puisque si tu vois un bouquin, celui de Cerveau dont on parlait tout à l'heure, ça se ressemble en fait. Il n'y a pas tellement de différence. Donc, on pense qu'en Italie, on faisait plus de morceaux, en fait, par exemple, tu vois, et on commence à découper le poulet avec moins de morceaux. Ça ressemble aux morceaux d'aujourd'hui.
Ouais, donc si on devait définir la découpe à la française, c'est quoi exactement? Alors, je peux pas te le dire. Je peux te dire que la découpe à la française par rapport à la découpes italiennes coupe les viandes en moins de morceaux que les Italiens, par exemple. Ça, je le vois dans les traités. Mais en 1600, il n'y a pas de la France n'existe pas en termes de service en salle. Ce sont des cours européennes, tu vois. Donc, tu vas indifféremment manger chez le prince du Danemark ou le roi d'Espagne et tu auras quelque chose de similaire. Et alors, pourquoi il y a ce besoin à cette époque-là de développer, de représenter, de théoriser cette découpe? Alors, on ne sait pas. Tu vois, je dis beaucoup, on ne sait pas quand je n'ai pas la source pour te répondre. Et je trouve que d'ailleurs, il faut... alors, j'en profite pour te faire passer le message, parce que souvent, on voit des vidéos d'histoire, je ne parle pas de toi, hein, mais dans lesquelles on a des certitudes. Et en histoire, c'est très difficile d'avoir des certitudes. Donc souvent, on doute. Et tant qu'on n'a pas une preuve de ce qu'on dit, on préfère rester dans le doute. Et c'est un vrai problème pour un historien actuellement parce qu'on est dépassé par les communicants. C'est-à-dire que, tu vois, la réponse que je te fais, parce que je ne peux pas en faire une autre, eh bien, un communicant va arriver derrière moi, il va te dire n'importe quoi, mais lui, il aura une certitude. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est compliqué. Tu veux bien me reposer la question? Oui, ce que je disais, c'est alors pourquoi est-ce qu'on a ce besoin à cette époque-là, à l'époque de Voltaire, de développer, de représenter, de théoriser ce savoir, en fait, ce type de découpe? Alors, on a parlé tout à l'heure des risques d'empoisonnement qui étaient très présents à cette époque-là. D'ailleurs, ils excellaient dans les poisons. Donc, la découpe à la volée permet de limiter les risques d'empoisonnement puisque rien n'est fait derrière, tout est fait devant. La volaille arrive entière, elle est découpée et puis les morceaux sont servis de manière aléatoire en plus. Donc, c'était difficile d'empoisonner quelqu'un par ce système-là. Et puis ensuite, tu essayais de prouver en fait que tu étais le plus beau parce que justement, toi, tu avais un écuyer tranchant que tu te payais et qui réalisait, c'était une manière de montrer ta place. Et puis, il y a une troisième hypothèse qui est intéressante, c'est l'art de la guerre. C'est que, en fait, il n'y avait pas la guerre tout le temps, évidemment. Et comme quand il n'y avait pas la guerre, il y avait des représentations de la guerre. Et notamment, utiliser un couteau comme si c'était une épée, ça se tient comme explication, c'est-à-dire que tu as des personnes qui excellaient dans la découpe de la volaille parce que ils avaient un couteau qui était une représentation de leur épée. Tu nous parlais de cette subtile différence entre la découpe italienne et la découpe française. Est-ce que il y a une découpe qui va prendre le dessus sur une autre? Est-ce que cette découpe française, elle va devenir un peu plus prestigieuse ou pas? Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, alors ça aussi, tu vois, c'est très très aléatoire. Aujourd'hui, on juge le niveau du pays au travers de concours internationaux, en fait. Et les critères sont compliqués. En cuisine, c'est facile. Les critères sont simples. C'est le guide Escoffier, par exemple. C'est un livre de cuisine qui fait référence. Donc là, il y a 3 jours, il y avait le trophée Escoffier au lycée hôtelier de Tahiti. Mais en salle, c'est compliqué parce que si tu juges, il faut juger culturellement. Un Américain ne va pas avoir les mêmes codes qu'un Français ou qu'un Italien, etc. Donc nous, on peut dire, on peut être fier du fait qu'on a une école française du service en salle. Elle n'est pas apparue au XVIIe siècle. C'est une école française du XXe siècle, du XIXe siècle, XXe siècle. Et là, oui, on a une ligne qui nous est propre. On parlait tout à l'heure des spaghettis napolitaines. C'est pas un hasard d'avoir choisi ce sujet. C'était pas un sujet obligatoirement drôle, mais tu vas avoir une école française du service des spaghettis qui est liée aux immigrés italiens. Et ils veulent absolument, au travers de ce plat, les serveurs, parce que c'est des maîtres d'hôtel italiens, exceller. C'est-à-dire que des Italiens qui ont écrit les livres de salle, de service en salle, intégralement, 100%. D'ailleurs, je suis italien d'origine, moi-même. Et ils voulaient absolument représenter leur culture, mais qui était une culture immigrée. Et lorsqu'on étudie la même chose en Italie, en fait, ça n'a aucun intérêt.
ça a un intérêt que par les immigrés qui ont voulu sublimer en fait ce plat en France. Alors pour revenir à l'époque moderne, donc on rétropédale un petit peu, est-ce que tu pourrais nous parler de la querelle des coins? Ben en fait, ça a été un moment très très important. Donc la querelle des coins, t'expliquer, c'est une querelle très importante. Il y a eu du baston énormément, puisqu'ils se tapaient dessus. Ils s'attendaient le soir dans les rues de Paris, ils se tapaient avec des coups de bâton entre le coin du roi et le coin de la reine. Et donc le coin du roi, c'est une querelle artistique. Donc le coin du roi, c'était Molière, c'était le jardin à la française de Versailles, et c'était la découpe à table. Voilà, elle faisait partie du monde du classicisme français. Et puis Jean-Jacques Rousseau, alors là moi je suis à Tahiti, donc on est en plein dedans, qui a ramené le thème du bon sauvage, la nature, etc. En plus c'était complètement faux. Quand tu vis à Tahiti, tu comprends que c'est absolument pas vrai. Lui, il est arrivé avec une autre vision, et on appelait ça le coin de la reine, c'est-à-dire une vision de la commedia dell'arte, qui venait, d'ailleurs c'est parti de là, c'est parti d'une pièce de théâtre de la commedia dell'arte, et on a fait le jardin à l'anglaise, on a fait des choses qui n'étaient pas symétriques, qui étaient asymétriques. En musique, c'est facile à le comprendre. Il te suffit de mettre de la musique de Rameau. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu la musique de Rameau. C'est hyper cadencé, tu sais, c'est bam, 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 bam. Voilà. Et donc, ça, c'est le coin du roi. Et donc, à partir du moment où c'est le coin de la reine qui a gagné, c'est Jean-Jacques Rousseau, eh bien, la découpe en salle a pris un gros coup. C'est-à-dire qu'on a trouvé que c'était ridicule. Et il s'est passé quoi du coup? Est-ce que la fonction d'écuyer tranchant a disparu? Alors, la fonction d'écuyer tranchant a disparu à la Révolution française. Donc là, on est encore avant. Mais elle a disparu parce que, je te dis, la charge d'écuyer tranchant était tellement enviée, et les gens ne pouvaient pas avoir ce niveau de technicité. Une fois ils achetaient la charge, ils s'arrangeaient pour réduire la technicité du service. Alors du coup, si à ce moment-là c'est le coin de la reine qui gagne, un service à ce moment-là, ça ressemble à quoi? Alors un service, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on est toujours dans le grand service à la française, c'est-à-dire on pose les plats sur table et on mange, et ensuite on amène d'autres plats, on mange, on amène d'autres plats, on mange. On n'est pas encore au service à la russe, on va le voir dans une petite centaine d'années, le service à la russe va apparaître. On va reparler après justement du service à la russe. Mais alors à cette époque-là, durant l'époque moderne, on est toujours sur de la découpe réservée aux aristocrates, ou on a des sources là qui s'ouvrent un petit peu? Je peux pas te répondre parce que je n'ai pas de source hors aristocrate. Donc je ne sais pas ce qui a été fait dans les familles de la campagne. On n'a pas de source. Petit cas pratique pour qu'on y voit un peu plus, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de la découpe. Concrètement, une volaille, on prend une volaille 17e, 18e siècle, comment on fait? Alors pour découper une volaille au 18e siècle, je préfère au 17e siècle, donc on va utiliser une fourchette. Donc on va enfoncer la fourchette dans la volaille à un certain endroit. Et puis ensuite, on va lever la volaille à la hauteur de tes yeux. Donc, on travaille vraiment en l'air comme ça. On a des positions qui ressemblent aux positions de danse classique. Et puis, on va découper chaque morceau et on va baisser la volaille au fur et à mesure que l'on découpe pour que les morceaux tombent pas, en fait. Tu vois, ils tombent, mais doucement. On fait pas un gros splash dans le plat. Et voilà, 40 secondes. Et après, c'est la dextérité d'aller choper vraiment l'os et de détacher la viande au bon endroit, quoi. Très difficile, parce que tous les poulets sont différents. Il faut que la cuisson soit parfaite et qu'elle soit toujours identique. Donc, c'est difficile. Tu rates 1 sur 2. Ah ouais, et ça, alors, justement, est-ce qu'il peut y avoir un jugement? Est-ce qu'on a une trace peut-être d'un écuyer tranchant tombé en disgrâce parce qu'il se loupe sur son poulet? On en a un, figure-toi, mais c'est un peu plus tard. On a une représentation d'un écuyer tranchant qui tombe avec le plat, mais en fait c'était une mise en scène. En fait, il tombe avec le plat et le noble tout de suite appelle un autre. Et en fait, il y a un autre plat qui arrive derrière. En fait, c'était une mise en scène pour montrer j'ai autant de plats que vous voulez.
C'est Talleyrand, Talleyrand. Alors tu nous as dit, bon, à la Révolution, caput, qu'est-ce qui se passe en fait? Bien, à la Révolution, c'est louche de montrer autant de plats en public. C'est-à-dire qu'en fait, devant toi, tu as 40 plats différents, et donc tu as des sous, c'est louche. Donc on va commencer à plus amener des assiettes, on va pas, tu vois, montrer en public sa fortune. Donc il y a ça qui se passe. Il y a aussi le fait que les écuyers tranchants ce sont des domestiques, hein, ce sont des personnes qui sont affiliées à un maître, et donc ils ont le choix d'ouvrir leur propre restaurant, c'est arrivé, ou de partir en Angleterre, ce qu'on appelle les émigrés, c'est-à-dire les personnes qui avaient suivi leur maître, souvent en Angleterre. Alors il y en a un qui est connu, hein, parce qu'il a créé, alors je ne sais pas si tu sais, mais la vinaigrette, ça se dit French dressing à Londres, en Angleterre. Donc c'est étonnant. Et en fait, c'est un gars comme ça qui est parti, donc qui a suivi son maître et il était spécialisé il faisait que les sauces de salade. Donc il était embauché chez des aristocrates, il faisait la sauce de la salade, c'est tout, il faisait que ça. Et ça a été tellement reconnu que on appelait ça le French dressing. On a une question précise. Est-ce qu'il y avait des découpes en salle dans les premiers restaurants qui apparaissent à Paris vers 1765 ? Alors, les premiers restaurants qui apparaissent à Paris, c'est ce qu'on appelle des bouillons. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein, mais c'était plutôt des restaurants qui étaient faits pour se restaurer. C'est-à-dire restaurer dans le sens, il faut aller mieux. Je me restaure comme si on restaurait une maison, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça des bouillons. On n'était pas dans la logique de faire un spectacle, mais plutôt d'améliorer grâce à des vrais bouillons, hein, des bouillons style magie, tu vois, sa santé. Ça, c'est les premiers restaurants, c'est-à-dire, d'ailleurs, on les appelait les bouillons restaurants ou reconstituants. Alors, on le voit, la Révolution met un peu à mal cette pratique de la découpe. Elle est quand même pratiquée durant le Premier Empire et la Restauration, ou pas du tout ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'on appelle le service à la russe. Donc ça, on va effectivement... alors, il y a des gros débats sur le service à la russe. Tout à l'heure, on disait que les choses ne sont jamais arrivées d'un seul coup. Tu vois, donc on a les Cosaques qui débarquent. Donc à la place du Tertre à Paris, tu as une petite plaque, c'est intéressant, sur un coin d'une maison, et où on dit voilà, les Cosaques sont arrivés à Paris par là. Et il y a des mots qui viennent de ça. Par exemple, le mot bistrot. Le mot bistrot, ça veut dire vite en russe. Donc les Cosaques rentraient dans les restos et puis voulaient être servis vite, et c'est devenu les bistrots. Alors, en fait, ce qui s'est passé réellement, c'est que les soldats russes n'ont pas été autorisés par l'armée russe à rentrer dans Paris. C'est-à-dire qu'ils sont restés à l'extérieur de Paris. Alors pourquoi ils sont arrivés à Paris, excuse-moi ? En fait, ils ont fait un blocus contre Napoléon. Donc les Anglais ont attaqué par le sud. Hein. Chez moi, à Bayonne, tu as des cimetières encore anglais. Donc par le sud, ils ont mis la pression sur la France. Ils sont remontés par l'Espagne. Et puis, tu as la même chose qui est arrivée par le nord. Ça va bientôt arriver chez nous. Tu vas le voir bientôt, là, avec Poutine. Alors, je plaisante. Oui, non, j'allais juste ajouter une anecdote. Je crois que c'est vers le quartier alors je sais plus si c'est vers Moulin Rouge ou non, c'est vers Montmartre plutôt. Il y a le moulin de la Galette qui avait été cramé par les Cosaques, je crois. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont nées de ça. Tu sais, il y a l'histoire aussi de la veuve Clicquot Ponsardin. Donc, tout le monde a planqué les bouteilles. Aujourd'hui, tu tapes dans un mur et tu trouves des caves emmurées à cause de ça. Les gens avaient la trouille des Cosaques qui étaient des sauvages. Et la veuve Clicquot, elle est pas du tout rentrée dans ça. Elle a laissé les bouteilles, elle leur a donné. Et puis en fait, elle a fait fortune parce que lorsqu'ils sont revenus chez eux, bien ils ont continué à acheter. Donc en fait, à Paris, et ça c'est documenté, hein, j'ai vraiment travaillé là-dessus parce qu'il y avait un débat sur ce service à la russe où dans les livres d'histoire, encore aujourd'hui, l'histoire hôtelière, tu trouves, voilà, le prince, machin, avait une manière de servir différente, c'est faux. Ils mangeaient à la française, les Russes. Hein. On a parlé de l'Europe, de la gastronomie, ils mangeaient à la française, c'est-à-dire tous les plats sur table.
Et comme il n'y a que les nobles qui sont rentrés dans Paris, bien en fait, ils se sont bien comportés. Et donc, ils ont laissé une bonne image de la noblesse russe. Et cette image, elle a perduré 10 ans plus tard, tu vois. Et c'est ça qui a donné le nom service à la russe, c'est-à-dire un service avec des gens prestigieux, qui étaient polis, voilà. Et puis il y a les Russes qui étaient aussi des guerriers et qui avaient envie de montrer, puisqu'il n'y avait plus la guerre, qui avaient envie de montrer justement leur maniement des armes. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux encore acheter un sabre cosaque pour le champagne. Tu sais, ça s'achète. Tu vois de quoi je parle? Un petit sabre pour sabrer le champagne. Voilà, ça vient de cette époque-là. Donc, c'est le début du service à la russe. Alors, c'est quoi le service à la russe? Le service à la russe, ils ont décidé, c'est arrivé bien plus tard, hein, avec Urbain Dubois, peut-être c'est 1845, donc c'est bien plus tard, 30 ans plus tard, où deux chefs de cuisine ont décidé d'adapter le service à la française au service à la russe. Et donc, ils ont dit, bah, c'est débile de manger froid, donc maintenant on va manger chaud. Alors, pour manger chaud, ben, on va amener les aliments qui refroidissaient, tu sais, entre la cuisine du château et la salle à manger, il fallait peut-être faire 150 mètres. Et donc, ils amenaient tout devant les gens et ils découpaient devant les gens. Et donc, c'est ça qui a sauvé, en fait, finalement, la découpe à table. Et on est encore dans ces techniques-là. Celles-là, elles sont bien documentées, par contre, tu vois. Et donc, on a tout un ensemble de techniques. On a à peu près 25 techniques qui sont issues de cette période-là où on a voulu servir chaud. Et ce sont des chefs de cuisine qui ont mis ça en place. Et alors, du coup, à un moment donné, ouais, on a le service à la russe, on a le service à la française, on a le service à l'anglaise. J'avoue que c'est compliqué de saisir les subtilités des différents services, quoi. Oui, tu as raison. Le service à l'anglaise, en fait, on ne sait même pas s'il a été mis en place par les Anglais, mais on pense que c'est lié au Parlement britannique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait moins d'hôtels particuliers comme il y avait à Paris. Paris, tout le monde avait son hôtel particulier, donc avait ses domestiques particuliers. Alors que les lords, lorsqu'ils allaient à Londres, ben en fait, ils n'avaient pas d'hôtel particulier, ils séjournaient à l'hôtel. Voilà, et donc ils n'avaient pas leur personnel. C'est pour ça qu'en fait, ils allaient manger à l'extérieur. Et il y avait un service particulier qu'on appelait service à l'anglaise. Aujourd'hui, le service à l'anglaise, ça veut dire servir à partir d'un plat. Ça existe beaucoup encore. Hein. En Espagne, par exemple, tu sers à l'anglaise. C'est-à-dire que si tu as une table avec 10 convives, ben, tu vas mettre tous les morceaux sur un plat et tu vas, sur un seul plat, je veux dire, et tu vas servir toute la table avec un seul plat. Tu ne vas pas servir dans des assiettes. C'est quoi un amphitryon? L'amphitryon, au départ, c'est une pièce de Molière. Amphitryon, c'est un personnage de Molière. En fait, c'est dans la pièce qui s'appelle Amphitryon, c'est une personne qui reçoit chez soi. Donc, un amphitryon, c'est quelqu'un qui excelle dans l'art de recevoir chez soi. Au moment du Premier Empire et de la Restauration, pourquoi on parle justement d'amphitryon? Parce que justement, eux, il faut qu'ils montrent qu'ils ont une maîtrise de l'art de la découpe. C'est-à-dire que la volaille qui va arriver sur leur table, ils vont la découper eux-mêmes. Encore aujourd'hui, alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a 30 ans, tu sais, c'est le père de famille qui va découper le gigot devant sa famille. Parce que, voilà, où ça existe beaucoup aux États-Unis, ça, tu sais, au moment de Thanksgiving, avec la dinde de Noël, la dinde de Thanksgiving, elle est découpée par le patriarche, voilà. Mal d'ailleurs, parce que les Américains ont des couteaux électriques, tu sais, c'est horrible, mais c'est très difficile de découper une dinde en plus. Mais il y a encore cette notion comme ça de voilà, c'est moi qui vais faire le partage c'est social. C'est un peu, tout à l'heure on parlait de partager une pizza avec ses potes, ben c'est du même ordre en fait. Donc il fallait maîtriser, c'est très très compliqué de découper une volaille. Si tu sais pas le faire, tu passes pour un guignol. Donc il fallait avoir une maîtrise, c'est ce qu'on appelle l'amphitryon. Oui, c'est souvent pour ça que d'ailleurs à table, je suis non, vas-y, je t'en prie, toi découpe. C'est ça, mais là, aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est capable de découper. C'est très difficile, donc tu préfères acheter. Et pourtant, c'est dommage. Un homard, un canard, c'est meilleur si tu le cuis au four.
parce qu'il va cuire sur sa carcasse et le goût sera meilleur, en fait. Donc, il faudrait presque préférer manger des volailles cuites au four et les découper ensuite. Mais il faut savoir le faire. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur un traité dont on n'a pas encore parlé, le traité de Bernardi? Alors, le traité de Bernardi, le traité de Bernardi, donc j'ai une édition originale. C'est le plus beau traité de découpe à table qui existe. Donc là, les gravures sont magnifiques, super bien dessinées. C'est un beau traité. Ça date de l'époque napoléonienne. Ok. Voilà. Et donc c'est un traité qui décrit la manière de recevoir dans un hôtel particulier parisien. Et ça a des spécificités ou on peut trouver des... Ben écoute, franchement, j'ai du mal. C'est-à-dire que si tu me mets le Vonté qui est mal dessiné avec des gravures un peu pourries et des numéros, et le traité de Bernardi, ben je vois pas une différence énorme en fait. Il n'y a pas eu d'évolution si grande que ça. D'ailleurs, Bernardi a utilisé le Vonté pour écrire son bouquin. Hein. Alors dans la découpe, tu nous dis qu'il n'y a pas d'évolution dans ces traités, mais est-ce que dans la pratique, il y a, on peut dire, une ancienne découpe à la française, une nouvelle découpe à la française? Ben non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu d'évolution depuis l'Antiquité. En fait, c'est fou. C'est-à-dire que les poulets sont toujours les mêmes. Et les représentations du maître d'hôtel, j'étais étonné lorsque j'ai appris à travailler moi-même. J'ai compris qu'en fait, on avait des représentations de l'Antiquité. Avec là, on remet les éléments dans l'ordre de la nature. On nous l'expliquait pas comme ça, mais en fait, c'est comme si tu voyais l'histoire avec une sorte de fil rouge qui est immobile. C'est-à-dire que cet art ne varie pas pendant toute l'histoire, alors qu'à côté, il y a les guerres, il y a tout ce que tu veux, et cet art, il ne varie pas, il perdure à l'identique. Tu penses qu'un jour, ça peut bouger? Déjà, il faudrait inventer des nouvelles races d'oiseaux, donc c'est pas demain la veille, tu vois, donc alors, ça bouge quand même, hein. Donc, pour répondre à ta question, tu as des chefs de cuisine qui en ont marre d'avoir du personnel qui n'est pas capable de découper, donc ça prend 10 minutes, les clients en ont marre et qu'ils mangent froid. Et donc, ils vont tricher. C'est-à-dire qu'ils vont pré-découper la volaille, tu vois, ils vont désosser la volaille, ça se voit pas, il y a sous la peau, tu vois. Et donc, quand le maître d'hôtel arrive, il a plus à couper les jointures, tout est déjà fait. Donc, il y a une évolution dans ce sens-là, mais pour moi, c'est pas une évolution, en fait. En tout cas, il y a un travail comme ça qui est fait dans les palaces parisiens, avec une simplification du geste de service en salle, mais ça, je n'accepte pas. Oui, mais en fait, oui, c'est très terre à terre. Si ça évolue pas, c'est tout simplement que on a les mêmes bestiaux dans l'assiette, quoi. Exactement. Voilà. Alors, ça pourrait évoluer peut-être au niveau des outils. Hein. On parlait du couteau électrique, mais là, même pas, en fait. Si tu as des bons outils, tu arrives à travailler, voilà. Donc après, bon, c'est tout un art. Hein. Tu t'achètes ton couteau, tu achètes la pierre à aiguiser. Moi, j'ai des élèves qui sont des vrais pros, hein, et leur couteau, c'est important. C'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est une prolongation de leurs mains. Oui, ça je dois. J'ai des copains qui sont cuisiniers. Et c'est hyper important. Leurs instruments sont, c'est leur doudou, quoi. Alors, t'as évoqué l'Amérique tout à l'heure et le carnage des couteaux électriques. Au 19e, on est à cette époque à peu près dans le fil de l'entretien. Tu nous parles depuis tout à l'heure de la découpe, alors on dit à la française, à l'anglaise, russe, globalement une découpe européenne, outre-Atlantique. Est-ce qu'il y a des pratiques aussi un peu spécifiques qui existent? Oui. En fait, c'est le tourisme qui va modifier la donne. On avait ce qu'on appelait le Grand Tour, tu sais, à l'époque 18e. Donc, c'était la noblesse qui faisait le tour de l'Europe et ça faisait partie de leur éducation. Et tu vas avoir une sorte de tourisme, ce qu'on appelle la vie de château, hein, tous le Napoléon III, la vie de château, avec des personnes qui vont voyager. Et comme ils voyagent dans des palaces, donc chez moi à Biarritz, tu as l'hôtel du Palais, c'est très étonnant. Tu rentres à l'hôtel du Palais, tu peux commander ce que tu veux. J'ai été étonné la première fois où j'ai servi à l'hôtel du Palais. Bon, en théorie, tu as une carte, un menu, et tu prends dans le menu. Mais là, ce sont des personnes qui
qui s'assoit et puis il te demande une salade de tomates. Et donc là, bon, elle leur coûte la salade de tomates une fortune, mais il y a pas cette notion de carte, de menu. D'ailleurs, au tout début, hein, les grands hôtels, donc là, au 19e siècle, c'est le début de la grande hôtellerie, le chef de cuisine décidait ce que tu allais manger. Hein. Bon, il disait, voilà, pour vous, j'ai prévu ça. C'est assez étonnant de voir des menus de l'époque qui étaient faits selon l'humeur du chef de cuisine, par exemple. Le Savoy, hein, qui a été créé par un Savoyard, d'ailleurs, le Savoie, par exemple. Alors, si on avance un petit peu au XXe siècle, le service à table au début du XXe, notamment durant la Première Guerre mondiale, ça ressemble à quoi? Alors, ça dépend où, mais si on est dans les élites, tu as une personne qui est arrivée sur le marché qui s'appelle César Ritz. Et il a eu une idée géniale, c'est de dire, voilà, les riches ne veulent pas être mélangés à la populace. Et donc, il va créer une forme d'hôtellerie qui est hors de prix. En créant cette forme d'hôtellerie hors de prix, de fait, les gens ne vont pas y aller, ils vont se retrouver entre eux. Hein. Je ne sais pas si tu connais le film Le Grand Budapest Hotel, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui décrit très très bien cet état de fait. Voilà, il y a une redéfinition comme ça du service pour les riches dans les grands palaces parisiens. Et puis, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, les médecins vont commencer à dire à ces personnes, c'est surtout donc on est sur les côtes, hein, les côtes méditerranéennes ou les côtes atlantiques. Et ils vont commencer à leur dire, mais ça serait bien que vous alliez prendre un peu l'air frais de la montagne et manger n'importe quoi. Ils étaient hyper gros. Tu vois, par exemple, il y a des recettes de beignets de beurre. On a retrouvé des recettes de beignets de beurre. Donc, tu prends du beurre aromatisé à la truffe et puis tu en fais dans une panure et tu le frites. Et les gens mangeaient ça. Et donc, on a commencé à leur dire que ça serait bien que tu ailles à la montagne, prendre le bon air, etc. Et donc, le service en salle s'est divisé. On a perdu énormément à ce moment-là. Pourquoi? Parce que il y avait 2 saisons. On est devenu saisonnier. Donc, tu avais la saison d'été et puis tu avais la saison d'hiver. Et donc, tous les gars qui étaient des grands professionnels, ils avaient un travail à mi-temps, du coup. Ils ne travaillaient plus l'hiver ou l'été. Et donc, la profession s'est appauvrie énormément. Et là est arrivée la Première Guerre mondiale. Alors moi, j'ai fait des petites recherches, mais tu sais, c'est compliqué parce que tu peux pas chercher sur tout quand tu fais la thèse. Mais j'ai quand même trouvé des textes, des départements qui avaient, qui indiquaient quelle était la profession du poilu mort dans les tranchées. Et il y a des maîtres d'hôtel, évidemment. Et donc derrière ça, c'est fini. Il y a eu qu'une régression depuis ce moment-là, après la Première Guerre mondiale. Tu constates qu'il y a une régression aussi pendant la Seconde Guerre mondiale ou pas du tout? Moins. La Seconde Guerre mondiale a été moins violente en termes de pertes humaines dans les soldats français. Et comme il y a eu moins de soldats français tués, il y a eu moins de déperditions professionnelles. Alors, ce qui s'est passé, c'est une révolution en cuisine, par contre. C'est qu'on avait ce livre dont je te parlais tout à l'heure, un livre de cuisine qui s'appelle Le Guide Escoffier, donc 1901. Et pendant très très longtemps, le livre a été incontesté. C'est-à-dire que jusqu'en 1960, le livre était contesté. Un cuisinier se borne à reproduire fidèlement, le mieux possible, les recettes qu'il y a dans le guide culinaire d'Escoffier. Et il y a qu'à partir de 1965, Paul Bocuse, etc., qui crée ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. Et là, c'est une nouvelle régression pour l'art de la découpe, puisque c'est l'assiette qui va devenir la palette de peinture du cuisinier. Ce sont des belles assiettes. Et là, on privilégie plus du tout la découpe en salle. Aujourd'hui, il y a des chefs qui reviennent, qui me font venir. Donc voilà, j'ai déjà travaillé sur des pigeons notamment. Alors pas des grandes découpes, des petites découpes d'oiseaux, ça oui. Parce qu'ils sont obligés de se diversifier et ils me font venir pour faire des découpes régionales en fait, créer une découpe régionale, tu vois. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand on pense à cette découpe,
Tu parlais des palaces, des lieux comme ça que les riches peuvent fréquenter. Ça me fait penser aussi au train ou à l'avion. Oui, mais bien sûr. Alors, la découpe en salle dans l'Orient Express, tu l'as même dans Tintin, figure-toi. Donc, dans Tintin, dans l'île Noire, tu as la découpe du poulet dans le train. Tu sais, il prend le train pour aller à Londres. Et dans la BD, tu as une découpe de volaille. C'est incroyable. Donc, bon, moi, je l'ai jamais connu. Ça, il y avait encore un train avec un wagon-restaurant. C'était le train qui s'appelait le Capitole. C'était un train rouge, mais il a disparu dans les années 80. Et donc là, il y avait un vrai wagon-restaurant. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, l'Orient Express est en train de revenir à la mode. Hein. Et il y a les avions. J'ai toute une partie sur les paquebots et les avions. Donc ça, c'est absolument impressionnant. Lorsque tu vois le service sur Air France en 1960, avec la voiture, avec le jambon à l'os qui servit à la découpe. Et d'ailleurs, les personnes t'expliquent qu'il y a une volonté économique. C'est-à-dire qu'au lieu de servir une assiette à chaque passager, si tu sors un jambon, tu économises, en fait, tu sers moins de viande que si tu portionnes tout. Ah ouais? Chacun va manger à sa faim et au final, tu auras dépensé moins de viande. Ah ouais, oui, parce qu'il y en a qui mangent plus que d'autres, tu me diras. Mais enfin, on imagine que techniquement, ça doit être un peu plus compliqué, non? Enfin, dans un moyen de locomotion qui bouge. C'est carrément plus compliqué, oui, mais ça a existé. Il y a eu un chariot roulant dans les avions. Alors, ce qui m'avait le plus impressionné, moi, c'était le Danemark. Donc là, tu avais les saucisses fumées, il y a des représentations il y a des photos carrément, c'est des photographies du service dans les pays du Nord. Écoute, toi qui as déjà organisé un championnat du monde de découpe, ça peut être une nouvelle catégorie. Voilà, découper le truc dans une volaille dans un buggy sur une piste de course. Ouais, mais je te promets, il y a des chefs qui font des efforts. Tu vois, mais je travaillais pour un chef, bon, je vais pas citer son nom, mais j'ai trouvé ça super. Donc ils m'ont fait venir dans le Var et ils voulaient créer Pagnol. Il veut du Pagnol. Donc, il me dit, fais-moi une découpe de pagnol. Donc, on est allé imaginer un berger braconnier, tu vois, qui ramenait l'oiseau, qui découpe avec un opinel. Donc, on est allé acheter un opinel d'une certaine taille, un couteau opinel, hein, tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? Voilà, et donc, il y a une théâtralité qui ressemble à celle de l'écuyer tranchant, avec un geste qui doit être simplifié parce qu'il doit être appris. Là, on n'a pas le temps, donc il faut que ça soit quelque chose qui fasse moins d'une minute. Mais voilà. Et puis un autre chef me disait qu'aujourd'hui, il y a trop de chefs. Il y a trop de chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, il y en a trop. Et donc il faut qu'ils arrivent à se démarquer d'une manière ou d'une autre. Et certains choisissent le service en salle pour se démarquer. Ça existe. Oui, donc ça évolue plutôt positivement pour toi, en tout cas, sur l'art de la découpe aujourd'hui, parce qu'il y a ce besoin de se différencier. Ça révolue positivement un peu. Oui, mais je suis quand même pas satisfait parce que souvent c'est galvaudé. C'est-à-dire qu'on va bâcler la découpe et c'est dommage. Je te parle par exemple de chaînes de restauration où on va te servir la viande, on va te la découper devant toi, mais mal. Et donc, il faut que ça soit bien fait. Si c'est mal fait, c'est vraiment de la boucherie. Et là, ça n'a aucun intérêt. Donc tout doit être calculé. Le couteau doit être, comme tu l'as dit pour tes amis qui sont cuisiniers, ça doit être un couteau classe, une planche en bois. Alors on utilise beaucoup du bois debout, tu sais, c'est du bois qui est posé debout, comme un guillot. Et en fait, tout doit amener une sorte d'excellence. Et ça, c'est très difficile à avoir sur le long terme parce que en salle, on a un problème de personnel et donc on n'arrive pas à recruter. C'est des métiers difficiles. Et donc, il faut avoir une sorte de fiche technique pour simplifier cet art de la découpe avec des gestes hyper simples mais maîtrisés. Cet art de la découpe, moi, tu sais, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est pop culture, cinéma, jeux vidéo. Et cet art de la découpe, il a su s'exporter justement dans la pop culture. Énormément. J'ai été bluffé lorsque j'ai compris, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, on voit des affiches, on voit des films, etc. On remarque pas
que l'art de la découpe est partout, tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, j'ai acheté tous les jouets Lidl il y a 10 ans. Ils vendaient, chez Lidl, hein, ils te vendaient les poulets rôtis à découper pour les enfants, hein, en bois. Donc, tu pouvais enlever la cuisse, l'autre cuisse et les ailes. Donc, ça, je les ai achetés parce que je me suis dit, ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on offre à des enfants une représentation de la famille parfaite avec le poulet rôti qui est posé au centre de la table. Et en plus, les morceaux de bois se détachent. Tu vois, c'est vraiment très, très étonnant. C'est pour ça que mon travail, en fait, il dépasse le cadre de l'histoire. Il va beaucoup sur la sociologie, mais après, c'est difficile de maîtriser plusieurs éléments. C'est pour ça que les profs te recadrent parce qu'ils te disent, tu peux pas parler de tout, en fait. Tu vois. Et on l'a vu, donc tu nous as parlé aussi beaucoup de cinéma. Tu nous as parlé alors de dessins animés, hein, Tintin. Tu nous parlais de Louis de Funès tout à l'heure. Il y a des films comme ça qui t'ont marqué sur la découpe. Plein, il y a énormément. Jacques Tati, à un moment donné, tu as la découpe à table. Enfin, il y a rien qui me revient aujourd'hui comme ça, mais dans énormément de films des années 70, 80, à chaque fois, tu as un film qui s'appelle comment s'appelle Vincent, Paul et les autres. Tu vois, ma thèse date de 2018, donc tu vois, j'ai oublié pas mal de choses. Et c'est un film, donc, il y a une scène mythique dans laquelle il découpe un gigot, il discute, hein, mais il découpe un gigot. Je me dis, mais ça serait plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux pas trouver un acteur qui est capable de découper un gigot devant ses copains, tu vois. Donc énormément. Sauf qu'on le remarque pas. C'est-à-dire qu'on voit ça comme un décor alors que l'art de la découpe est représenté partout. On a une question dans le chat que je trouve assez intéressante et qui dit est-ce que les chefs japonais qui préparent devant le client avec parfois toute une chorégraphie, finalement, c'est pas affilié aux arts de la découpe? Ben oui, alors c'est une question très intéressante. On appelle ça les teppanyaki. Souvent, il faut s'inspirer d'eux, c'est-à-dire ils ont créé un spectacle, le teppanyaki, c'est-à-dire qu'ils cuisent la viande sur un teppan, donc ça aussi c'est dans Louis de Funès, l'aile ou la cuisse, et effectivement il y a toute une dextérité, un jonglage. Alors c'est très décrié en France parce qu'on estime que nous on doit être sérieux, le maître d'hôtel français, comme tu imagines Guindé, et donc on fait pas du cirque. Donc on est dans la retenue en fait. Mais effectivement, moi, ça me choque pas et je crois qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs. T'as des techniques, la salade César, par exemple, ou le guacamole, lorsque tu le vois faire au Mexique, c'est extraordinaire, de dextérité. Donc, t'as pas mal de techniques aujourd'hui. Si on arrive à les regrouper, eh bien, on pourrait faire un vrai spectacle en salle uniquement au restaurant. On a d'autres questions aussi sur des trucs un peu spécifiques. Alors, tu as vu Game of Thrones ou pas? Évidemment. Parce qu'on a apparemment une scène où on a une découpe de chevreuil dedans. Je sais pas si ça t'a marqué. Ça m'a pas marqué, excuse-moi. Hein, pardon pour l'auditeur, je me souviens pas. Mais oui, la découpe de chevreuil, c'est quelque chose qui se faisait énormément. D'ailleurs, le cuisseau de chevreuil, tu sais, on parlait de ces 25 techniques. Le cuisseau de chevreuil est une technique de salle particulière. Mais tu vois, c'est bien ce que dit cet auditeur, parce que Game of Thrones, lorsqu'il y a la découpe de chevreuil, personne s'est dit ah ça c'est l'art de la découpe, tu vois, c'est passé dans l'épisode comme normal, alors qu'en fait c'est partout. Et je suis sûr qu'après cette émission, tu vas remarquer toi-même des choses que tu dis ah ben oui effectivement c'est valorisé. Ça s'arrête plutôt dans les années 2000. Voilà, depuis 2000, la restauration a vraiment changé. Et même dans sa représentation au cinéma? Le problème, c'est que tu n'as plus personne qui sait le faire. Hein. Donc, il te faut un acteur qui soit capable de faire cette technique. Alors, quand tu as des films d'époque, effectivement, tu peux aller chercher un maître d'hôtel qui soit capable de faire. Mais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui ait la capacité de faire ça. Et c'est surtout que c'est galvaudé encore une fois par des communicants, c'est-à-dire que il faudrait d'abord maîtriser et ensuite communiquer dessus. Et tant que tu ne maîtrises pas le geste, il faut pas le mettre à la carte parce que tu galvaudes le geste et puis surtout que ça n'apporte rien. En fait, le client n'est pas satisfait. Alors, bon, je sais que t'as pas voulu dire de nom tout à l'heure, mais on nous demande, selon toi, quelles sont les grandes références de la découpe en salle aujourd'hui,
parmi les professionnels? Tu veux dire en salle ou en cuisine? Des cuisiniers qui valorisent la découpe en salle? Je sais pas trop, au niveau de la question, c'est les grandes références de la découpe en salle. Alors, moi, je peux te citer des chefs qui ont décidé de valoriser la découpe en salle, effectivement. Donc, souvent, bon, ils m'appellent d'ailleurs. Tu as Jean Sulpice, donc c'est c'est une institution, c'est souvent des institutions, donc c'est à Annecy, qui ont décidé que le service en salle devait être voilà. Avant, tu avais Joël Robuchon. Donc, Joël Robuchon, il avait décidé que la découpe en salle serait le centre du repas. Et voilà, il y a des chefs comme ça. D'ailleurs, les grands chefs n'ont pas obligatoirement tué la découpe en salle. Tu parlais de Paul Bocuse tout à l'heure. Paul Bocuse, toute sa vie, il y a eu chez Bocuse à Collonges, à côté de Lyon, il y avait de la découpe en salle. Hein, donc ça n'a jamais vraiment disparu. Mais il fallait faire un travail de répertoire et que ce travail ne se perde pas. Donc c'est pour ça que je m'y suis attelé. Et comme je te le disais tout à l'heure, en fait, il fallait que ce soit un professionnel qui le fasse parce que ça serait trop compliqué pour un chercheur, un doctorant, de comprendre quelque chose d'aussi technique. Oui, de toute façon, des fois, pas des fois, mais souvent aujourd'hui, tu parlais de cette approche pluridisciplinaire tout à l'heure, pour être pertinent aujourd'hui sur un champ d'expertise, il y a le concours de plusieurs spécialistes de plusieurs disciplines qui travaillent ensemble pour mieux comprendre de quoi on parle. Tout à fait. En histoire, c'est un vrai problème. On arrive vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques, documentaires à conseiller aux personnes qui nous écoutent pour approfondir le sujet du jour? Écoute, lorsque tu m'as demandé donc de t'envoyer un petit quelque chose, je t'ai envoyé un cours en fait que je fais j'ai une application pour téléphone portable. Et en fait, je t'ai envoyé ce cours-là, donc je propose que vous le mettiez, je crois, dans le chat, c'est ça? Vous allez mettre une référence? Alors, dans le chat, on mettra ça dans la description de la vidéo sur YouTube, en commentaire, partout où on peut. Voilà. Après, j'ai un site internet dans lequel je décris le plus possible, voilà. Et puis, j'essaie de travailler en enseignement à distance. Donc, j'ai créé le premier chatbot maître d'hôtel, donc ça n'a pas été facile, hein, mais il existe. Donc, c'est un avatar qui te parle et qui maîtrise toute la connaissance des maîtres d'hôtel. C'est-à-dire que tu lui envoies des documents et au bout d'un moment, il a une sorte de connaissance du travail du maître d'hôtel. Il existe. Il s'appelle le maître d'hôtel François. Je l'ai appelé parce que c'est en référence à un livre de cuisine et de service qui s'appelle Le maître d'hôtel François. Et donc, voilà, j'essaie de ne pas rester dans avec mon guéridon et mon couteau, mais d'aller dans le numérique pour justement aller chercher les jeunes et essayer de transmettre à la jeune génération avec des moyens numériques. Et après, bon, je forme mes élèves, mais moi, je voudrais sortir en fait du cadre d'un restaurant et aller, par exemple, dans un jeu vidéo. J'aimerais un jour arriver à faire un jeu vidéo. Alors, pour l'instant, j'y arrive pas, mais je travaille dessus. Ah, c'est cool. Et donc, aujourd'hui, t'es encore tout seul sur ce domaine d'expertise ou il y a d'autres personnes qui se sont un peu intéressées quand même? Non, en fait, c'est très compliqué pour ma profession de faire un doctorat. D'abord, c'est pas pris comme un sujet sérieux, donc moi, je me suis fait moquer, hein, parce que tu as une thèse sur, je sais pas, un moteur d'avion, et puis toi, tu arrives avec une thèse sur le poulet rôti, tu vois, c'est pas sérieux. D'ailleurs, pendant très longtemps, la cuisine n'a pas été considérée comme un sujet sérieux de recherche. Aujourd'hui, c'est considéré comme un sujet sérieux de recherche, mais c'est difficile de casser les codes parce qu'après tout, ben, tu vois, les maîtres d'hôtel, les serveurs, ben, ils ont toujours été là dans l'histoire. Donc, c'est un sujet qui vaut n'importe quel autre sujet. Et donc, lorsque tu présentes ce sujet à l'université, c'est compliqué. Il faut que ton directeur de thèse l'accepte, qu'il comprenne. Et comme on le disait tout à l'heure, tu es tout seul. Donc, c'est très difficile d'expliquer des choses techniques à ton directeur de thèse, qui n'est pas un spécialiste, qui est un généraliste. Donc, pour l'instant, personne d'autre a travaillé sur ce sujet. Il y a tellement de sujets à aborder. Parce que tu sais aussi que lorsque tu fais une thèse, il faut que ce sujet n'ait jamais été travaillé, sinon ils ne te l'acceptent pas. Voilà, donc pour l'instant, non.
Et j'espère que il y aura d'autres recherches. Oui, alors et j'en profite pour refaire le chauvin. À Tours, on a la chance d'avoir un très beau centre de recherche autour de l'histoire de la gastronomie, l'IEHCA. Fabien Müller notamment intervient là-bas. On a des gens comme Bruno Loriot. On a beaucoup de gens vraiment brillants qui travaillent là-bas. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit que le prof de thèse de Rivenzi, alors Rivenzi qui est un copain streamer sur Twitch, qui fait aussi des contenus histoire sur YouTube et qui a fait une fac d'histoire, eh bien, le prof de thèse de Rivenzi a fait sa thèse sur la pêche à la truite sous l'Ancien Régime, au passage. Voilà, ça c'était la petite info. Pourquoi pas, parce que au travers si tu veux, au travers d'une thèse comme ça, ben, tu vois toutes les périodes historiques par un autre angle. Donc, tu vois la guerre, tu vois la Première Guerre mondiale, tu vois la Seconde Guerre mondiale par un autre angle. Tu vois comment ils planquaient les meubles pour pas que les Allemands les chopent, tu vois. Et tu parles de Bruno Loriot, ce sont des gens qui m'ont aidé. Parce que moi, j'avais pas la crédibilité en tant que maître d'hôtel de faire une thèse de doctorat en histoire, tu vois. Et donc, c'est qu'à partir du moment où je me suis présenté aux rencontres François Rabelais à Tours et que j'ai eu ces gens devant moi, et qui ont dit, mais c'est un sujet intéressant, on t'encourage, tu vois. Et certains, j'ai eu des conseils comme ça vraiment de grands historiens de l'alimentation qui, eux, ont trouvé le sujet intéressant parce que, bon, c'est 5 ans de boulot et pendant 5 ans, t'es tout seul. Bon, en tout cas, Gilles, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps aujourd'hui, ce soir pour toi, puisque là, il commence à être un petit peu tard. Pas de problème, c'était un honneur et dès que je peux partager ce sujet, évidemment, je le fais parce qu'il faut le diffuser. Tu vois, là, mon challenge à Tahiti, c'est d'arriver à découper une langouste avec un caillou et un morceau de bambou. Donc, j'y suis presque arrivé et je ne veux pas travailler avec des objets européens, c'est-à-dire je ne veux pas travailler avec des fourchettes ni des plats. Je veux travailler que avec des outils qui appartenaient aux premiers Polynésiens. Ah, c'est super, c'est super. Bah écoute, tu nous tiendras au jeu en tout cas de tes progrès là-dessus. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, vous retrouvez eh bien les réseaux de Gilles en commentaire, en description. Je vous laisserai aller voir plus loin. Merci encore. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir et c'était un honneur de participer à ton travail. Merci à toi.